On peut tout se dire avec Ludovic Toro, Jean-Marc Chipot, Valérie Gomez-Bassa qui nous rejoint à l'instant. Donc, Karine Zibad, bonsoir. Vous êtes le porte-parole des engagés élus à Cergy. Merci d'être également avec nous sur ce plateau ce soir. Pour commencer donc, je vous le disais, la France face à la Covid-19. Le ministre de la Santé tiendra demain une conférence de presse où il va annoncer de nouvelles mesures. Parmi elles, très certainement, le renforcement des gestes barrières et du pass sanitaire, l'accélération également de la vaccination avec la 3e dose. Tout cela parce que le taux d'incidence devrait dépasser les 200 pour 100 000 habitants dans les prochaines heures. Le porte-parole du gouvernement, comme il y a un an, brandit ce matin la menace des fêtes de fin d'année. Vous vous souvenez, papy et mamie, qui vont peut-être encore devoir manger la bûche dans la cuisine. Rappelez-vous, certains diront que le disque est un peu rayé. L'enjeu, c'est de protéger les Français face à la vague en consolidant nos acquis et en renforçant notre organisation de manière à sauver les fêtes de fin d'année et à traverser l'hiver le mieux possible. C'est sur la base de ces objectifs que le Conseil de défense et de sécurité nationale s'est réuni ce matin avec un cap clair que je veux réitérer à nouveau. Ne pas avoir à en revenir à des mesures de jauge et encore moins à des mesures de fermeture, de couvre-feu ou de confinement dans notre pays. Jean-Marc Chipot, votre sentiment ce soir ? Le sentiment, c'est que tout le mois de juillet, sur ce plateau, ici, j'ai dit attention au retour en saisonnalité en hiver. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des personnes âgées qui se feront, comme disait M. Ziabet, il y a des personnes âgées qui ne se feront jamais vacciner. Qu'est-ce qu'on fait pour elles ? Où sont les stocks de masques FFP2 ? Comment est-ce qu'on protège nos anciens ? Si demain, il y a un autre variant qui arrive, parce qu'au mois de juillet, c'était la peur panique du variant Delta. On disait, on n'avait pas prévu le variant Delta, maintenant, on ne sait pas quoi faire. Demain, il y a un autre variant qui arrive, ou un autre virus. Le SARS-CoV-3 qui arrive, qui se pointe demain. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas de vaccin ? Où est-ce qu'on a des masques FFP2 ? Madame disait, et Gabriel Attal aussi, il faut remettre en avant les gestes barrières. Mais à quel moment on a dû arrêter de faire des gestes barrières ? Rachel Waleski, au mois de juillet, ça va être le 21 juillet, je crois que la présidente du Center for Disease Control d'Atlanta disait le seul moyen efficace pour lutter contre la pandémie, ce sont les gestes barrières. Chipot, soyons honnêtes, je vais l'être aussi ce soir. Franchement, j'applique beaucoup moins les gestes barrières au quotidien, en toute honnêteté, qu'il y a seulement quelques mois. Mais on est je vais vous capable dire de les faire choses. des campagnes de pub à la télé qui coûtent sûrement pas mal d'argent pour se faire vacciner. Vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas faire des campagnes de pub pour le maintien des gestes barrières. Il y en a eu plein. Non, mais c'est la chose. On a même des youtubeurs qui ont fait des galipettes dans les jardins de l'Élysée pour nous inciter à respecter les règles. C'est la chose la plus importante à faire en permanence. Après, je suis totalement d'accord avec vous sur la gratuité des tests. On n'aurait jamais dû revenir là-dessus. J'ajoute que si on veut remettre un peu de confiance dans le pays, il faudrait peut-être qu'on arrête ce cinéma des conseils de défense. Je vois pas ce que la lutte contre une pandémie aujourd'hui a à faire avec la défense nationale. Je suis désolé. À moins d'organiser sa propre immunité pour les siècles des siècles à venir. Donc il va falloir mettre un terme à ces conseils de défense et remettre le tout sur la table. Et demain, c'est le grand retour aussi des conférences de presse du jeudi soir, et ça ne vous a pas manqué. Les médecins qui étaient en place ont... Il y a aussi des infirmiers et beaucoup sont partis aussi. On ne le dit pas assez. Il y a aussi la séquence du vaccin chez les soignants où beaucoup aussi ont démissionné. C'est-à-dire qu'on a fait face à une crise et à un départ aussi sans précédent de médecins et d'infirmiers dans les hôpitaux français. Moi, je vous jure que je souhaite de tout mon cœur pouvoir féliciter le gouvernement de Jean Castex. Parce qu'on l'oublie, on ne le voit plus trop, de toute façon, il est en vacances là. Mais pour l'instant, les seuls qui félicitent le gouvernement, c'est le gouvernement lui-même. Je vous rappelle, avant la crise du Covid, il y avait 1 millier de médecins, je crois, qui avaient rendu leur blouse déjà pour dénoncer la crise de l'hôpital. La crise de l'hôpital, elle ne date pas. Alors là, je fais gré de ce constat-là. Elle ne date pas d'Emmanuel Macron, elle date d'il y a 20 ans. Mais depuis que cette crise a commencé, on a mis tout à l'envers du bon sens. On a effectivement d'abord mis les soignants dans une position impossible d'aller soigner des gens alors qu'ils étaient eux-mêmes contaminés. On leur disait d'aller soigner les malades alors qu'ils étaient contaminés, qu'ils n'avaient pas de moyens de protection. Après, on les a traités comme des chiens. Il faut dire ce qui est. C'est ignoble ce qui a été fait à l'encontre des soignants. Ignoble. Et aujourd'hui, on vient nous dire, non, l'hôpital, ça va bien. On a fermé 5700 lits l'année dernière, en pleine crise pandémique. On a fermé 5700 lits de réa. Et je veux même pas vous parler de tout ce qu'on a fermé en psychiatrie. Là, l'hôpital Nord, vous me direz, si je dis une année, on va encore réduire de 20% les capacités sur Bichat-la-Riboisière, tout ça. Mais on est chez les fous. On est chez les fous. Il y a personne qui dit que tout va bien. Moi, j'ai jamais dit que tout allait bien. Vous savez, madame, quand on veut sortir d'un trou, il faut commencer par arrêter de creuser le trou. Simplement, qu'en ce moment, ça tient et c'est fragile. Et je le répète. Et quand vous critiquez tout ce qui est fait, je rappelle quand même que la France est un des rares pays qui, pendant une longue période, a quand même permis les tests gratuits à volonté. On est un des rares pays, mais ça, vous oubliez de le dire. Ludovic Toro, pour conclure.
Chaque jour, aujourd'hui, un service d'urgence ferme. Manque de personnel. Je vous rappelle, quand vous avez le Covid, vous passez par le service d'urgence. Vous voyez, mais c'est chaque jour comme ça. Chaque jour, des lits fermes, faute de soignants. Je suis désolé, sur ce quinquennat, on n'a pas amélioré notre système de santé. C'est indéniable. Est arrivée cette crise qu'on a pris de plein de fouet, qu'ils ont travaillé, mais ils se sont mis à nu, les soignants, pour soigner tout ça. Sauf qu'ils sont à bout. Et aujourd'hui, les gens qui partent et qui arrêtent leurs études de médecine, d'infirmiers, dans mon hôpital, il y a moins 80 lits en moins parce qu'il n'y a plus de soignants. Il n'y a plus d'aides-soignants, il n'y a plus d'infirmiers, il n'y a plus de médecins. Ce n'est pas seulement les médecins maintenant, ça touche tout. Je suis désolé, l'état de notre système de santé, il faut qu'il soit réformé très, très rapidement. Mais aujourd'hui, on est dans une pente qui est descendante et qui peut être très alarmante très rapidement. Juste un chiffre avant de passer à l'autre sujet qui arrive dans quelques instants. 67% des Français se disent prêts à recevoir une troisième dose. Aujourd'hui, sondage CSA pour CNews. C'est ce qui va sûrement être annoncé demain par le gouvernement dans le but de pouvoir maintenir son pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une troisième dose, votre pass sanitaire ne sera plus valable. Docteur, en un mot, et on passe au sujet suivant, on va devoir y passer tous et toutes pour la troisième dose. C'est logique. Si vous avez accepté le 1 et le 2, il faut accepter le 3, puisque vous avez fait des anticorps. Oui, mais certains diront jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? On ne le sait pas. Aujourd'hui, il faut se sauver. C'est comme je prends le DT-Coq polio, maintenant c'est tous les 20 ans. Ok. La seule problématique. La grippe, c'est tous les ans, on rappelle. Et la seule problématique qu'on avait sur ce vaccin, c'est combien de temps durait l'immunité. Mais vous ne pouvez pas le savoir puisqu'on venait de le mettre en place. Maintenant, on le sait, à 5-6 mois, ça descend et on est dans le rouge et on risque de se retrouver à l'hôpital. Combien de fois? Je ne sais pas. Et quand on disait ça, il y a, en plein été, on était, nous, des complotistes, à Debout la France. Et c'est exactement le scénario qui est en train de se réaliser. Et on verra bien sûr ce qu'on nous annonce demain lors de la conférence de presse que vous restez. Et j'espère que tout ce qu'on a prédit jusqu'à présent ne se réalisera pas, parce que là, on est sur une pente effectivement qui est très dangereuse. Allez, venons-en maintenant à ce drame. Un drame, oui. 31 migrants ont trouvé la mort aujourd'hui alors qu'ils traversaient la Manche à bord d'une embarcation de fortune. Ça s'est passé au large de Calais. Le président de la République a réagi aujourd'hui. La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière, dit-il. Tout sera mis en œuvre pour retrouver et condamner les responsables de ce drame. Une réunion autour de Jean Castex et 8 ministres doit avoir lieu demain matin, donc jeudi matin. 31 morts. Jean-Marc Chipot, qui est responsable? Les passeurs? Je ne suis pas là pour déterminer sur un plateau de télévision les responsabilités des uns et des autres. La responsabilité est collective, de toute manière. Moi, franchement, je suis un garçon positif de nature, mais je vous jure, il y a quand même des choses qui m'insupportent, mais profondément. On a des déclarations, des gens qui sont au bord des larmes pour nous dire qu'ils vont pleurer sur ces 31 morts d'aujourd'hui. Où est-ce qu'ils étaient, tous ces braves gens, au premier semestre, quand il y a eu 1146 migrants qui sont confinés au fond de la Méditerranée? Où est-ce qu'ils étaient? On l'a pas entendu pleurer, Gérald Darmanin, ni Boris Johnson. Ça va. Alors, c'est bien gentil aujourd'hui, parce que, pardon, je vais être un peu trivial, mais on pleure quand ils arrivent sur nos godasses, c'est ça? Alors, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Moi aussi, je suis du Sud. Figurez-vous, de la frontière italienne, il y a une personne qui est là-bas, qui est la star locale, dont les coordonnées GPS sont dans les smartphones de tous les migrants qui passent la Méditerranée. Voilà. Ça doit s'arrêter. C'est plus possible. Kamala Harris, qui n'est pas suspecte d'être quelqu'un d'extrême droite, etc., c'est l'égérie de la gauche américaine, c'est la future présidente des États-Unis d'Amérique. Elle a eu le courage, au mois de juin dernier, d'aller au Guatemala pour dire aux Guatémaltèques « Do not come ». Ne venez pas, c'est trop dangereux. Voilà. Nous, chez nous, qu'est-ce qu'on a? On a des gens comme le commissaire à l'immigration de l'Union européenne, à l'époque Dimitris Avramopoulos, qui était en 2016, qui a fait une déclaration dans la tribune de Genève qui a dit « L'Union européenne a besoin de 6 millions de travailleurs immigrés ». Voilà. Tant que vous aurez des annonces comme ça, vous aurez des gens au fond de l'eau. Et vous cherchez des responsabilités, et ben le principal responsable au niveau global, c'est celui-là. Après, on peut redescendre dans la hiérarchie, et la lutte contre les réseaux mafieux est une absolue nécessité. Et je voudrais juste finir sur une note un peu positive. Avant-hier, on a secouru 248 migrants dans la Manche. Déjà, donc il y a des gens qui font leur travail sur le terrain, qui font le job et qui vont sauver des gens dans l'eau. Et il y a 15 jours de ça, on a ramené 800 migrants dans la Manche à Calais. Et moi, je suis désolé, dans le même temps, le même jour, il y avait un bateau qui demandait à accoster sur les côtes italiennes avec 830 migrants. Et bien ces bateaux-là, il faut les renvoyer en Libye. Et en Libye, il faut, par la force s'il le faut,
par la force. On est bien capable de le faire en Pologne et à la frontière biélorusse. Eh bien, par la force, on va instaurer là-bas des comptoirs où les gens vont faire leur demande d'asile sur place. Et on va lutter contre les trafics là-bas. Et on va ouvrir des camps décents, humains, où les gens peuvent vivre comme des hommes et pas comme des bêtes. Pour conclure, Jean-Marc Chipot, sur ce sujet. Je garderais bien d'avoir la prétention de conclure un sujet comme ça. Je pense que ce qui manque, en fait, en ce moment, c'est une vraie volonté. Encore une fois, je prenais l'exemple de Kamala Harris, elle a été claire. On n'est pas clair. On n'est pas clair parce qu'on a des relations avec un certain nombre de pays qui sont extrêmement... À commencer avec la Libye, parce qu'on a foutu un bazar là-bas qui est absolument invraisemblable, avec l'Algérie, avec le Maroc, etc., qui joue avec la Turquie qu'on paye. On donne un tribut au sultan pour qu'il garde ses migrants. Maintenant, on a mis ces pauvres migrants à la frontière de l'Union européenne dans le grand jeu entre les États-Unis, Vladimir Poutine, etc. Mais à un moment donné, stop. Il faut que l'Europe et la France mettent le haut là-dessus en disant, vous disiez qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. La France a fait sa part jusqu'à présent. Excusez-moi, mais on est parmi les pays qui avons pris notre part. Pour reprendre la phrase de Rocard dans son intégralité. Ça serait un problème de part ? Et c'est pas un problème de part. L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il manque effectivement un grand plan Marshall pour l'Afrique. Il faut que les Africains le veuillent, l'acceptent. Il faut qu'il y ait effectivement, qu'il n'y ait pas cette sensation que l'Occident veut encore s'imposer en Afrique, que ce soit une vraie coopération. C'est pas simple, c'est pas facile. Il y a des tas d'intérêts financiers qui sont en jeu. Il faudrait essayer de recréer un marché commun des matières premières déjà pour que le prix des matières premières en Afrique tienne et soit pas soumis à des variations extrêmes, etc. C'est un chantier titanesque. Mais si on n'a pas cette volonté-là, de toute manière, on pourra faire ce qu'on veut. On pourra effectivement casser les réseaux de passeurs aussi longtemps qu'on pourra. Ça reviendra toujours. Et on pense bien sûr à ces 31 personnes qui ont perdu la vie aujourd'hui au large des côtes françaises. Prenons maintenant la direction de Lyon. Jordan Bardella, président du RN, était aux côtés de Jean-Marc Morandini ce matin lors de l'émission Face à la rue sur CNews, en live dans le quartier de la Guillotière, où s'est déployé un marché sauvage avec différents trafics de rue, suscitant un fort sentiment d'insécurité chez les riverains. Tension sur place, des groupes avaient appelé à la mobilisation. La police était mobilisée pour assurer la sécurité. L'émission s'est finalement déroulée sans incident. Jean-Marc Chipot et Ludovic Toro dans quelques instants. Oui, il y avait une grosse action de com sur la visite de Bardella à Lyon. Vous aviez sur son Twitter une belle photo comme ça, sur fond bleu, en disant « Retrouvez-moi ». Mais en quoi c'est gênant ? Mercredi 24, parce que c'est pas un reportage télé anodin avec 2 caméras. C'est quelque chose qui est orchestré avec justement un appel à la confrontation d'une certaine manière. Bon. Moi, si je peux jeter une pierre dans votre jardin, moi, je n'ai jamais été fan des micro-trottoirs parce que ça apporte... Maintenant, vous voyez les journaux télé, vous n'avez plus que des micro-trottoirs. Je pense que ce qui ferait renouer un peu les Français avec leurs médias, leur vie politique, c'est qu'on fasse un peu plus de travail de fond et qu'on aille voir ce qui se passe réellement. Mais on a fait bon nombre de reportages ici à CNews, où on a été tourné dans le quartier de la Guillotière il y a encore 10 jours. Et ça s'est bien passé ? Comment ? Et ça s'est bien passé ? Apparemment pas très bien, puisqu'on y est allé aujourd'hui pour montrer que ça s'est Donc pas si bien. Ça s'est pas bien passé aujourd'hui, c'est bien que le problème, c'est pas les caméras. On est toujours en train de parler de Lyon, de Marseille. J'ai commenté les assassinats à Marseille ici à de nombreuses reprises. J'ai commenté les jardins d'Éole à Paris, etc. La France est, contrairement à ce que dit Gérald Darmanin, la France est confrontée aujourd'hui à une explosion des violences faites aux personnes. C'est énorme. Il y a eu 350 000 cas l'année dernière. Il y en a eu 2000 agressions par jour. 2000 agressions par jour sur le début 2021. La hausse de l'augmentation des agressions dans la Meuse, Bar-le-Duc, Verdun, etc., plus 61%. Calvados, Morbihan, plus 52%. Pas par rapport à 2020 où il y avait le confinement, par rapport à 2019. Donc il y a un problème national. Mais en toile de fond, et ce qui est important de le rappeler aussi, et on le voit dans le reportage avec Jean-Marc Morandini sur ce qu'on a déjà tourné ailleurs avant, il y a bien sûr ce qui se passe, l'insécurité, mais ça pourrit le quotidien de celles et ceux qui y habitent, des Français, des résidents qui ne peuvent plus y habiter parce qu'ils sont quelque part chassés de chez eux. C'est ça aussi, et parfois quand on l'entend, on nous appelle l'entendre, où on dit « Ah oui, mais c'est un cas particulier ». Il y a eu une omerta sur ce sujet pendant des années, et encore une fois, je vous dis, les chiffres de la hausse de la criminalité dans toute la France, dans toutes nos villes moyennes, est terrible. Et ce que vous avez filmé là à la Guillotière, je vous dis, vous allez pouvoir aller à Caen,
vous allez pouvoir aller à Vannes et vous aurez la même chose. Oui, mais là où je veux quand même nous rassurer un petit peu, c'est que ce n'est pas instrumentalisé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on a filmé, ça existe. Je veux dire, on n'a pas monté, on n'a pas. Vous vous rassurez comme vous pouvez, mais non, mais c'est important de. Non, mais c'est important de le rappeler. La question n'est pas là. La question, si on y va, c'est parce qu'il y a des faits. Est-ce qu'on va se résoudre aujourd'hui vraiment à faire le constat calmement, à faire le constat de ce qui se passe dans le pays et essayer d'y apporter une solution globale? Parce que c'est pas en envoyant plus de policiers. Gérald Darmanin disait, je veux voir plus de bleus dans les rues. Non, moi je veux voir moins de bleus dans les rues parce qu'on aura moins besoin. Vous voyez, c'est plutôt comme ça, par ce bout-là qu'il faut prendre le problème. Et donc, il y a tout un tas de mesures à prendre sur la justice, sur la répression du premier délit. C'est la théorie du carreau cassé, vous savez, qu'on doit réparer tout de suite. Sur une nouvelle urbanisation, évidemment, la Guillotière, c'est pas le cas, parce que c'est un vieux quartier populaire de Lyon. Mais enfin, oui, il y a tout un tas de mesures, mais il faut avoir une politique d'ensemble. C'est comme pour l'immigration, etc. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on va allouer des budgets et on le voit encore avec le budget qui est passé au Sénat, qui a été retoqué par le Sénat. On va mettre des petites touches comme ça, une centaine de millions par ici, 10 millions par là, etc. Mais on a complètement perdu la cohérence globale de l'action publique en France. Et c'est pour ça que ça marche pas. Ludovic Toro, merci d'être venu débattre ce soir dans On peut tout se dire.